À l'ordre, s'il vous plaît, nous reprenons nos travaux. La commission est réunie afin de procéder à l'étude du volet lutte contre l'intimidation des crédits budgétaires du portefeuille famille pour l'exercice financier 26-27. Une enveloppe de 30 minutes a été allouée pour l'étude de ces crédits. Madame la secrétaire, y a-t-il un remplacement? Oui, Madame la Présidente, Madame Prass Darcy McGee est remplacée par Monsieur Ciccone Marquette et Monsieur Fontestia Laurier-Dorion est remplacé par Monsieur Leduc Hochelaga Maisonneuve. Merci beaucoup. Alors, vous le savez, on procède avec une discussion d'ordre général avec des blocs qui incluent les questions et les réponses. On va débuter avec le député de Marquette pour l'opposition officielle, 14 minutes. Ensuite, on va poursuivre avec le député d'Hochelaga Maisonneuve pour 4 minutes 40. Le député indépendant de Mme Matépédia de 4 minutes 40. Et on termine avec le gouvernement, 4 minutes 40. Monsieur le député de Marquette, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vous salue bien bas. Également, Madame la Ministre, je prendrai l'occasion pour vous féliciter pour votre nomination. Également, saluer les collègues de la partie gouvernementale ainsi que tous votre support, Madame la Ministre, et aussi avec mes collègues des oppositions ici présents aujourd'hui. Comme à l'habitude, Madame la Présidente, si vous me le permettez, depuis mon arrivée en poste avec ce dossier lors de la 42e législature, ce qui est spécifique avec ce dossier de l'intimidation, c'est un dossier qui est transpartisan. Alors, si vous voulez bien, Madame la Ministre, j'aimerais partager mon temps avec les autres oppositions par consentement également, pour que tout le monde puisse avoir un temps acceptable pour... Oui, exactement. Si vous pouvez faire le calcul, par consentement, si vous voulez, alors que c'est transpartisan, j'aime travailler de cette façon-là. Ouais. Merci beaucoup. Alors, vous me direz combien de temps que j'ai, Madame la Présidente. Sur ce, question bien facile. J'aimerais avoir votre position sur un enjeu particulier. Vous connaissez ma position sur la violence, sur l'intimidation, notamment en matière de sport. Le 19 en février 2025, lors de la Coupe des Quatre Nations, l'ancien premier ministre, le député de l'Assomption maintenant, avait déclaré qu'il n'était pas pour les bagarres, mais pour se venger, il était d'accord pour qu'on se donne des coups de poing sur la gueule. Alors, j'aimerais entendre votre position là-dessus, si vous êtes d'accord avec l'ancien premier ministre. Madame la Présidente, salutations à mon tour, oui, au député de Marquette qui se joint à nous. Donc, bien heureuse de débuter cette période d'échange de cette façon. En fait, je pense que l'intimidation en milieu sportif, évidemment, ça n'a pas sa place. Donc, c'est pour ça qu'on a fait des mesures dans le cadre de ce plan transpartisan tel que l'a si bien dit le collègue. Je veux mettre en lumière la mesure 13, en fait, qui est sous la responsabilité du ministère de l'Éducation, qui a rendu disponible une boîte à outils. Donc, on a des affiches, des signatures web pour tout le réseau scolaire et sportif pour justement donner les bons comportements éthiques à adopter dans le sport. Donc, on peut aller aussi sur québec.ca pour trouver tout ça. Et une autre mesure qui est sous la responsabilité du ministère de l'Éducation, en fait, c'est les moyens de sensibilisation à la population. Donc, c'est vraiment une stratégie de communication qui a été élaborée pour sensibiliser la population québécoise aux impacts négatifs que peut avoir l'intimidation dans un contexte de loisirs et de sport pour avoir justement un milieu exempt d'intimidation puis d'hyper-intimidation. Donc, je pense que ça répond bien à la question. Je suis pas d'accord avec ça, Madame la Ministre. Ma question était, est-ce que vous êtes d'accord avec l'ancien premier ministre du fait qu'on a droit, par vengeance, de se battre et de donner des coups de poing sur la gueule à un opposant? C'est ma question. Êtes-vous d'accord avec lui? Je suis contre l'intimidation et la violence en général. Vous êtes en désaccord avec lui. Parfait, c'est super. On a travaillé ensemble sur le plan d'action concerté. On a fait un bon travail. Puis vous aviez la pôle, Madame la Ministre, à l'époque. Vous avez travaillé sur ce dossier-là aussi avec tout le monde, avec nous tous. J'aimerais savoir, je vais vous amener à la page... je vais faire un petit préambule, là. À la page 7, on peut lire, il répond à s'engager collectivement pour une société sans intimidation, plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation et la cyber-intimidation. Dans le document bilan final à la page 7, on peut lire, il répond à l'obligation mentionnée par le Conseil du Trésor dans sa décision numéro 22-34-27 du 12 janvier 2021. Un bilan final du plan d'action doit être déposé par le ministère de la Famille, préalablement à toute demande de renouvellement de plan d'action.
Cette décision a été revue le 30 août 2021 par le Conseil du Trésor, qui exigeait un rapport d'évaluation du plan d'action concerté 2020-2025. Cette exigence a toutefois été supprimée en 2023. Lorsque le secrétariat du Conseil du Trésor a pris la décision de procéder à des allègements en matière d'évaluation de programmes, notamment pour les interventions interministérielles. Par ailleurs, les mesures de 1 et 26 qui devaient initialement faire l'objet d'une évaluation n'ont pas été évaluées, étant donné la levée de cette exigence. Alors, ma question, Madame la ministre, pourquoi le gouvernement a-t-il reculé sur l'obligation d'évaluer ce plan? En fait, dans le bilan, on décrit des activités qui ont été réalisées. Donc, ce que je peux lire dans le bilan, c'est que de l'ensemble des 26 mesures, il y en a 22 qui ont été totalement réalisées et 4 qui l'ont été partiellement. Il y a aussi un bilan financier qui est brossé. Donc, on a une somme totale de 29,6 millions qui est prévue pour le plan d'action concerté 2020-2025. Donc 20 millions en investissements gouvernementaux, auxquels on ajoute 9,6 millions du budget régulier. Donc il y a un résiduel de 4,6 millions qui n'aurait pas été dépensé. Voilà, merci beaucoup d'avoir amené ce point-là. C'était ma prochaine question. Pourquoi que ce montant-là, résiduel de 4,5 millions, j'arrondis, vers 4,6 millions, n'a pas été dépensé? C'est une décision du Conseil du Trésor. Oui, je comprends, mais pourquoi que ça n'a pas été défendu? Je comprends que ça peut être une décision du Conseil du Trésor, mais j'aimerais avoir des détails. Pourquoi que le Conseil du Trésor a décidé de ne pas dépasser? Quand on regarde dans l'intimidation, quand on regarde avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on a travaillé sur justement un rapport sur l'effet des écrans chez nos jeunes, et l'intimidation prenait une place quand même assez importante là, sur les réseaux sociaux. Pourquoi qu'on a laissé 4,6 millions sur la table? Là, il y a plusieurs éléments qui expliquent cet écart-là. Donc, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a le report de certaines mesures en raison de la pandémie, donc les mesures 1, 16 et 17. Il y a aussi un autre élément important à considérer, ce sont les coûts moins élevés pour la création puis l'animation d'une plateforme d'échange de pratiques sur l'intimidation et pour l'étude aussi sur des facteurs de risque de protection et de prévention pour mieux prévenir la cyberintimidation auprès des aînés. Ça, c'est les mesures 1 et 6. On a aussi réalisé des mesures à l'interne plutôt qu'à l'externe. Donc ça, ce sont les mesures 5, 8, 10 et 13. Il y a aussi la décision du gouvernement de suspendre les placements publicitaires donc sur Meta, Facebook, Instagram et de diminuer les montants alloués aux campagnes publicitaires, dont la campagne La cyberintimidation, ça passe pas. Ça, c'est la mesure 17. On a l'absence d'appel à projet aussi pour 2020-2021. Juste une dernière question, justement. Vous m'avez évoqué pourquoi, justement, certaines plateformes, on avait enlevé la publicité, puis c'était comme ça pour tout le monde à l'époque. Là, il y a un moment donné, on a arrêté. Mais est-ce que vous allez les reprendre? Parce que les jeunes sont sur les plateformes, sont sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on va reprendre, justement, cette... Ouais. On a une campagne de publicité dans le nouveau plan. Là, je ne l'ai pas sous les yeux actuellement, mais je pense que l'objectif est toujours de rejoindre les jeunes là où ils sont. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, le nouveau bloc pour le deuxième groupe d'opposition, 7 minutes 47 secondes. Merci, Madame la Présidente. Merci aux collègues pour le temps généreusement offert. On le prend. Salutations à Madame la ministre de nouveau. Salutations à l'équipe qui l'accompagne. Allons-y sur... la question, puis M. Lupine, j'imagine que c'est le cas, vous aussi, Mme la ministre, c'est la montée du masculinisme chez les jeunes hommes. Hein? On a lu des sondages ou des études qui nous disent que c'est 1 sur 5 qui trouvent que le féminisme est allé trop loin. C'est beaucoup. 1 sur 5 pour une affirmation qui est, somme toute, le féminisme allé trop loin. C'est pas... on aurait pu penser que c'était peut-être une génération ou 2 générations en arrière qui pouvaient dire ça de manière ouverte. Ça surprend que des jeunes hommes disent ça en aussi grand nombre. Je comprends que le rapport ou le plan d'action avait été adopté un peu avant l'arrivée de ces données-là. Qu'est-ce que le gouvernement fait ou peut faire davantage pour traiter cet enjeu-là de la montée en force du masculinisme chez les jeunes hommes au Québec? Bien, merci aux collègues pour la question. Effectivement, la montée du masculinisme, c'est très, très préoccupant et
Personnellement, je trouve ça vraiment préoccupant aussi. Et c'est une surprise, une mauvaise surprise, mais c'est une surprise de voir ça aller. On pensait qu'il y avait beaucoup plus d'ouverture de la part de ces jeunes générations-là. Et c'est pas, je ne veux pas généraliser, bien évidemment, mais cette petite portion-là de 1 sur 5, c'est de trop. En fait, on a la mesure 4 du plan de lutte contre l'intimidation qui est sous la gouverne du secrétariat donc de la condition féminine, en fait, sur la stigmatisation sexuelle des femmes. Donc là, on adresse des enjeux connexes au masculinisme en abordant notamment les propos que peuvent tenir des hommes sur l'apparence puis sur le comportement sexuel de certaines femmes. Alors, ce qu'on veut, c'est outiller le personnel scolaire et les familles parce qu'on pense que ça passe aussi par ça, une certaine forme de prévention, mais aussi d'éducation donc qu'on peut faire. Il y a aussi la mesure 17 qui est sous la gouverne du ministère de l'Éducation, donc on parle de polarisation des discours. Qui est en collaboration en cours avec la clinique de polarisation, donc qui est affiliée à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. On veut soutenir les interventions qui sont complexes auprès des réseaux de l'éducation. On veut développer des contenus de formation pour les milieux scolaires aussi. Donc, encore une fois, je pense qu'on doit être présent pour éduquer les gens là où sont nos jeunes. Il y a eu un webinaire qui a été diffusé le 12 mars 2025 qui s'appelait « Composer avec les discours masculinistes et en classe ». Et il y a aussi eu un document d'accompagnement qui a été produit là, avec ce webinaire-là. Est-ce qu'on sait combien de personnes ont suivi le webinaire? Combien de personnes? On va le vérifier. On le trouvera. Merci. Bien, merci de votre sensibilisation à cet enjeu-là, c'est important. Je vous amène à la page 23, numéro 16, la mesure numéro 16 sur les candidates aux élections municipales, les candidats aussi, bien sûr, mais qui font face au harcèlement, à l'intimidation, aux incivilités. Donc, il y a une mesure aussi qui dit qu'il y a une sensibilisation qui va être faite, une formation. Est-ce qu'on fait un constat... quel genre de constat on fait, en fait, au gouvernement par rapport à ce qu'on vient de connaître aux élections municipales? Par exemple, la présence des femmes. Est-ce qu'on a eu un recul ou une augmentation de la présence des femmes aux élections? Pas nécessairement en termes de résultats, mais aussi, pas uniquement en termes de résultats, mais aussi en termes de candidature. Est-ce que c'est documenté, ça? OK. En fait, on n'a pas encore le bilan parce qu'il y a une réduction de compte qui est amorcée, mais ça va être quand donc on va pouvoir avoir le résultat de tout ça? Ça sera disponible à la fin de l'été, donc OK. On pourra mesurer un peu mieux ces mesures-là. Mais il n'y a rien qui est fait au niveau des élections québécoises. Là, il faudrait vérifier peut-être auprès... Je sais qu'il y a Femmes, Politique et Démocratie qui font des formations envers les femmes, mais on est tous en train de recruter nos formations politiques respectives. C'est toujours un plus grand défi de recruter des femmes, notamment parce que la vie politique est très difficile, en termes d'intimidation, en ligne en particulier. Donc, il n'y a rien dans le plan, à ma connaissance, qui fait référence à ça. Ça serait un ajout intéressant, peut-être. On pourrait le vérifier, effectivement. OK. Dans la mesure 16, on dit les directions régionales ont tenu 85 séances auprès de 1700 personnes intéressées à poser une candidature aux élections pour les former aux enjeux d'harcèlement et d'intimidation, mais je pense pas que c'est relié directement aux femmes. Mais oui, effectivement, il y a du travail à faire, bien sûr, pour le recrutement de candidatures féminines. Ça, le chiffre que vous venez de donner, c'était pour le municipal. Oui, c'est ça. Mais on n'a pas nécessairement un exercice équivalent pour le les élections provincial, québécoises. je le vois. OK. Merci. Dans le temps qui me reste, Monsieur le Président, Madame la Présidente, pardon, j'aimerais qu'on aille un peu sur la commission sur les impacts du temps d'écran et des jeunes. J'ai le plaisir de partager des beaux moments avec plusieurs personnes ici sur ce forum-là. La recommandation numéro 42 sur la majorité numérique à 14 ans, elle est toujours non réalisée. Laquelle? La majorité numérique à 14 ans. Ça commence à bouger dans le monde. C'est un consensus fort. Tu sais, au début, on n'avait peut-être pas tous les partis politiques à la même place, mais l'exercice de la commission transpartisane nous a permis d'atterrir à la même place. Je me serais attendu qu'on ait peut-être quelque chose de réalisé ou de fait ou pas loin d'être fait à la limite sur la majorité numérique à 14 ans. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Bien, effectivement, je pense qu'on a tous été sensibilisés à cet enjeu-là sur lequel on se penche et on travaille. Je pense que la session n'est pas terminée. Donc, à voir. OK, mais là, vous nous faites un teaser intéressant. Là. À voir. Il reste 2 semaines. Ça serait en forme d'annonce plutôt que projet de loi ou... On y travaille actuellement. Il y a des options qui sont sur la table. Donc, à voir, c'est sûr que c'est une réflexion qu'on doit avoir actuellement. Je pense que c'est nommé dans la société notamment. Donc, à voir. Parce que ma compréhension, c'est que c'était nécessairement un projet de loi, mais peut-être que ça peut prendre différents chemins. On verra bien. À suivre.
Sur le rapport de la commission, là, sur les différentes recommandations, il y en avait une quarantaine, une cinquantaine de mémoire. Est-ce qu'un document existe de synthèse de où est rendu le travail des différents ministères sur chacun de ces points-là? En fait, on n'est pas responsable des mesures qui étaient destinées à chacun des ministères. Donc, je pense qu'on a surtout les mesures qui concernaient la famille, mais peut-être que ça existe, là. Il faudrait juste le vérifier. Bien, si ça existe, je trouve ça intéressant de le partager avec les collègues. Ouais. Sinon, bien, les mesures que vous avez comme responsable, je serais intéressé de voir le suivi aussi qui est fait à ce niveau-là, pour nous permettre de voir ensemble comment les différents services, les différents ministères du gouvernement travaillent à l'accomplissement de ce joyeux rapport. Parfait. On va être en mesure de vous transmettre tout ça. Merci beaucoup. Merci, Mme la Présidente. Oui, vous allez déposer le document, c'est ce que j'ai compris. Si un tel document existe, c'est ça, je comprends. Oui, On va faire la recherche pour ça. vous allez faire la recherche et s'il existe, vous déposez. déposer. Je comprends. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on poursuit avec le député de Matane. Vous avez un bloc grâce à la générosité de votre collègue de Marquette de 7 minutes 47. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Un plaisir d'être avec vous pour un enjeu important, la lutte contre l'intimidation. D'abord, je note qu'il existe une loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions, mais il n'existe pas d'équivalent pour les députés de l'Assemblée nationale, qui sont souvent ciblés sur les réseaux sociaux, dans l'espace public, qui sont victimes aussi d'intimidation. Alors, je le porte à l'attention de l'Assemblée que il aurait été certainement pertinent de se poser la question sur ce que nous-mêmes recevons comme intimidation. Ça fait 19 ans que je siège dans cette chambre, j'en ai vu de toutes les sortes. Évidemment, je ne le dis pas pour me plaindre, mais il m'apparaît que pour favoriser l'arrivée de nouvelles candidatures, il faudrait aussi se questionner là-dessus. Je pense que c'est susceptible d'intéresser les personnes qui se questionnent à l'idée de faire le saut en politique. Alors, je le mets au jeu en début d'intervention, comme on est en année électorale et qu'il y a beaucoup de gens qui sont en réflexion. Le Parti québécois a fait des propositions en matière de lutte à l'intimidation, notamment dans le réseau scolaire. J'ai fait ici une sortie avec des représentants syndicaux. On a même adopté à notre initiative une motion demandant une enquête nationale sur la violence en milieu scolaire. Quel type d'enquête existe? Ça date un peu, alors il y a une mise à jour qui est nécessaire. Tout le monde a voté pour, au gouvernement comme dans l'opposition. On attend toujours des gestes concrets. Les reportages se multiplient. Chacun des députés est informé de cas qui nous touchent personnellement. Imaginez les familles. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'une telle enquête va se faire? Est-ce qu'elle est déjà commandée? Quels sont ses pourtours? Quel est son échéancier, si tel est le cas? Merci aux collègues pour sa question. En fait, pour l'enjeu qui est soulevé ici, ça relève du ministère de l'Éducation, mais j'aimerais revenir quand même sur l'intimidation au sein des élus. Je veux quand même qu'on souligne le travail. C'est important de le faire pour les élus municipaux. Et maintenant, oui, il y a une réflexion à avoir. Bien sûr, je pense qu'on est tous, on subit tous un peu peut-être d'intimidation et ou menaces là, quand on est un élu. Donc, peut-être qu'on devrait avoir une réflexion au niveau provincial également à ce sujet-là. Merci, Madame la Présidente. Je pose la question de l'action gouvernementale en éducation parce que lorsque on aborde des crédits sur la lutte à l'intimidation, une grande partie, ça se passe à l'école. Alors, à tout le moins, j'invite la ministre à s'enquérir des volontés de sa collègue de l'éducation sur cet enjeu. Il me semble que ça permettra de poser un diagnostic plus complet. Je vais quand même poser ma seconde question qui porte aussi sur l'éducation. Donc, les jeunes sont au centre de notre intérêt. Collègue de Hochelaga-Maisonneuve a évoqué tout à l'heure la commission sur les écrans. Et ce qu'on a découvert dans bien des cas, c'est qu'il y a de l'intimidation, que toutes sortes de formes. Ça peut être en ligne, ça peut être physiquement, ça peut être de formes très insidieuses. Mais les conséquences, dans bien des cas, c'est que une élève victime d'intimidation peut se retrouver à devoir changer d'école. Alors, imaginez celle qui est déplacée par son agresseur. Dans ce cas, la victime subit une deuxième fois les conséquences de la violence qu'elle a vécue. C'est documenté, dénoncé par les intervenants sur le terrain depuis des années. Comment on change ça? Ce serait ma question.
C'est une grande question. Évidemment, on veut jamais, je pense, faire porter ce poids-là sur les épaules d'une victime qui en a déjà assez vécu comme ça, je pense. Par contre, il y a quand même beaucoup de travail qui sont faits, que ce soit au sein de nos écoles. On a parlé, bien sûr, de la gestion des écrans, donc d'enlever les écrans au sein des écoles. Je pense que c'est une forme de prévention importante aussi qu'on a mis de l'avant, puis je pense qu'on peut être fiers de ça. On est suivi dans le monde grâce à cette mesure-là, notamment. Donc, je pense que si on peut en plus en inspirer d'autres, ben ce sera tant mieux. Je peux aussi revenir sur notre plan de lutte à l'intimidation. En fait, du côté du ministère de la Famille, avec la mesure 11, on accompagne aussi les parents parce que il y a de la prévention puis il y a de l'éducation qui doit se faire à la maison. Donc, avec cette mesure-là, on veut soutenir les organismes communautaires familles dans l'accompagnement des parents pour justement prévenir toute forme d'intimidation ou encore de cyber-intimidation, dont la gestion des écrans. Il y a aussi le bulletin « Quelle famille sur les écrans ?» donc qui vise à documenter les difficultés qui sont vécues par les familles en lien avec l'usage des écrans. Donc, il y a certaines mesures comme ça qui sont faites du côté du ministère de la Famille. Pour répondre à la question « Comment est-ce qu'on change ça ?» je pense qu'on a tous une responsabilité collective, justement, de soit montrer l'exemple ou encore d'éducation à faire. Et bien sûr, il y a du travail perpétuel qui doit se faire aussi pour trouver des nouvelles solutions. Il est évident qu'une responsabilité comme celle-là va au-delà du ministère de la Famille. Donc, moi, je souhaite que la ministre puisse s'enquérir dans l'ensemble des ministères de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les ministères font quand c'est nécessaire de le faire. La question de l'éducation m'apparaît importante parce que les gestes posés ne sont pas à la hauteur du problème. J'ai participé au forum sur l'intimidation et la violence qui avait lieu dans un hôtel pas tellement loin d'ici. S'en est suivi quelques mesures, notamment l'obligation pour les écoles de diffuser un discours de l'ancien ministre de l'Éducation au même moment. Je suis pas convaincu que ça a donné des résultats, mais je suis convaincu que ça a été fait particulier. Ensuite, il y a eu le vouvoiement et d'autres mesures, je dirais, d'interaction entre le personnel et les élèves. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Et s'il fallait retenir une chose, c'est que la contribution de la ministre pourrait être de sensibiliser sa collègue au fait que les enseignants et enseignantes nous demandent d'en faire beaucoup plus. C'est du ressort de tout le monde. Les parents ont un rôle important à jouer. C'est évident. Je souhaite qu'ils soient partenaires, mais il n'en demeure pas moins que la violence est très présente. Alors, j'aimerais ça que ça soit ministère, je veux dire, horizontal comme responsabilité, puis dans chacun des ministères, on puisse savoir qu'est-ce qui se fait, puis qu'ils puissent transmettre à la ministre les actions qui sont posées. Alors, voilà, c'est à peu près ce que j'avais à dire. Sinon, la dernière fois, j'ai posé une question sur la lutte à l'antisémitisme. J'ai encore vu des images épouvantables circuler hier. Partout dans le monde, il y a une montée de la lutte à l'antisémitisme. Je pense qu'il faut prendre ça très au sérieux. Et les Québécois de confession juive nous disent régulièrement qu'ils ont peur et que dans bien des cas, ils doivent se cacher ou ne pas apparaître trop dans l'espace public. J'aimerais que ça soit noté auprès de la ministre qu'il faudra en faire plus pour la communauté juive québécoise. On va transmettre aux personnes concernées. Je vais juste reculer d'un pas. Combien il reste de temps, Madame la Présidente? Il reste 34 secondes. OK. Juste reculer d'un pas. En fait, sous la gouverne du ministère de la Famille, on a la mesure où on doit répertorier les actions des ministères et des organismes gouvernementaux en matière d'intimidation et de cyber-intimidation, justement pour enrichir leur complémentarité, puis veiller à la cohérence aussi de l'action gouvernementale. Donc, une mesure qui a été amorcée au mois de février dernier, donc la compilation. Oui. Très bien. Je termine en disant que je suis heureux de travailler avec la ministre, qui est aussi ma voisine de circonscription, à ce qu'on fasse preuve de collaboration pour notre région. Je ne laisse pas intimider. Merci. Plaisir partagé. On poursuit.